Olivier Levasseur, surnommé Labuse, est le pirate français le plus connu de l'âge d'or de la piraterie qui a duré de 1715 à 1730. Depuis plusieurs décennies, son trésor est recherché sans succès. Dans cette vidéo, nous allons le suivre dans ses aventures pour mieux comprendre où peut se trouver son trésor. Nous sommes au printemps 1720, dans l'océan Indien. Le vaisseau du pirate Labuse, nommé la Reine des Indes, vient de s'échouer près de Mayotte. Labuse et son équipage de 40 personnes sont vivants, mais leur vaisseau est inutilisable. Labuse et ses hommes sont désormais sans ressources et perdus dans l'océan Indien. Quelques années plus tard, Labuse va se vanter de pouvoir acheter l'île Bourbon, c'est-à-dire l'île de la Réunion, avec son trésor. Comment a-t-il pu prospérer aussi vite? Dit-il vraiment la vérité? Et surtout, où se trouve son trésor? Olivier Levasseur est né à Calais en 1695. À 15 ans, il s'engage comme corsaire dans les Caraïbes pendant la guerre de succession d'Espagne. Il navigue pour le compte du roi Louis XIV. À la fin de cette guerre, en 1713, il se retrouve sans emploi et décide de devenir pirate. Un pirate, c'est quoi? Eh bien, c'est un hors-la-loi qui pille les navires pour son propre compte en les attaquant. Olivier Levasseur est vite surnommé Labuse pour sa capacité à foncer sur ses proies pour les capturer. Son principal exploit dans les Caraïbes est l'attaque en 1716 avec Samuel Bellamy d'un vaisseau en provenance de La Rochelle transportant 30 000 livres. Mais rapidement, les puissances européennes décident de mettre le holà à la piraterie dans les Caraïbes. Labuse quitte alors la zone pour un long périple qui le conduit d'abord vers les côtes africaines et ensuite dans l'océan Indien et plus précisément les Mascareignes, c'est-à-dire Madagascar, l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion, l'île de France, aujourd'hui Maurice, les Comores, les Seychelles et d'autres îles locales. Au début de 1720, Labuse est dans l'océan Indien, quand soudain son vaisseau éperonne des hauts fonds marins et il s'échoue. Lui-même et son équipage sont vivants, mais son vaisseau est inutilisable, Labuse est sans ressources, perdu près de Mayotte. C'est à ce moment-là que le pirate anglais John Taylor, avec son vaisseau le Victory, et le capitaine England sur le Fancy, attaque la Cassandra du capitaine anglais Macrae. England prend possession de la Cassandra, mais, et c'est incroyable, il va laisser repartir son vaisseau le Fancy. Qui est à bord du Fancy? Macrae et son équipage. C'est avec le Fancy qu'ils arrivent aux Indes pour demander de l'aide au gouverneur de Bombay. Le gouverneur de Bombay leur attribue rapidement une flotte, c'est-à-dire à Macrae, pour rejoindre Taylor et England afin de les capturer. Quand Taylor apprend ce qui s'est passé, il décide de déposer England avec l'accord de ses marins. Cela lui permet de s'emparer de la Cassandra qui s'ajoute à son vaisseau le Victory. John Taylor trouve à ce moment-là Labuse échoué sur son banc de sable avec ses marins affamés. C'est une véritable bouée de sauvetage pour Labuse et son équipage, et c'est sûrement une dette de Labuse envers son sauveur John Taylor. John Taylor est désormais à la tête de la Cassandra, une frégate de 38 canons et 280 hommes. Quant à Labuse, Taylor lui cède le Victory, une frégate de 36 canons et 200 hommes. Les deux vaisseaux reprennent la mer. Les deux pirates décident de quitter l'île de France qu'on appelle Maurice aujourd'hui pour mettre le cap sur l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion. Nous sommes au début de 1721. En arrivant à l'île Bourbon, ils aperçoivent un grand vaisseau portugais à Saint-Denis. Une partie de la voilure manque, il est en réparation. Il s'agit du Nostra Senorad au Cabo, un vaisseau de 72 canons sur 2 ponts. Labuse et Taylor ignorent qu'à bord se trouve le vice-roi des Indes, ainsi que l'archevêque de Goa, et surtout, leur immense trésor ramené des Indes,
dont la valeur approche 1 million de livres anglaises. Ce trésor se compose d'objets de culte, de colliers de perles, d'or, d'argent et de rivières de diamants. La valeur d'aujourd'hui est de 2 à 4 milliards d'euros. L'attaque du vaisseau portugais est intense, mais réussit rapidement car une partie de l'équipage séjourne à Saint-Denis. Taylor et la Buse doivent quitter Saint-Denis au plus vite. Avec la Cassandra, Taylor tracte le vaisseau portugais jusqu'à Saint-Paul. Le trésor est encore à bord et il ne peut pas le perdre de vue. Il se rend compte pendant le trajet que le vaisseau portugais est lourd et difficile à manœuvrer. Une fois arrivé à Saint-Paul, Taylor attend la Buse qui arrive avec le Victory. À Saint-Paul, ils sont un peu plus en sécurité, mais doivent faire vite, car ils savent que leur tête est mise à prix sur l'île Bourbon. Avant de partir pour des lieux plus sûrs, ils ont plusieurs urgences. Ils doivent d'abord finir de réparer le vaisseau portugais pour qu'il puisse naviguer à nouveau. Ils dépouillent le Victory pour retaper le vaisseau portugais, qu'ils rebaptisent le Victorieux. Taylor décide que la Buse en sera le capitaine. Une fois les réparations terminées, la Buse brûle et coule le Victory devenu inutilisable. Et enfin, vient le moment tant attendu du partage du butin entre les 480 membres d'équipage et les 2 capitaines. Le document nommé chasse-partie fixe la part de chaque marin en fonction de son grade. Le capitaine avait 2 parts et demie, le quartier-maître, c'est-à-dire son adjoint, 2 parts, le canonnier, l'officier, le chirurgien avaient 1 part et demie, ainsi de suite jusqu'au mousse qui recevait 1/4 de part. Le chercheur de trésors John Cruz Wilkins a estimé qu'une part correspondait à 42 diamants et 5000 pièces d'or. John Taylor et la Buse se partagent le reste du butin dans une proportion qui avantageait forcément Taylor vu qu'il avait sauvé la Buse. On sait que Taylor a toujours gardé son butin à portée de la main car il l'utilisera plusieurs fois. La Buse a déclaré qu'il avait caché son butin sur l'île Bourbon, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui se sait condamné à mort s'il y est capturé. Mon avis est plutôt qu'il part comme Taylor avec son trésor sur son vaisseau. Les deux vaisseaux peuvent maintenant quitter l'île Bourbon pour se mettre plus en sûreté à Sainte-Marie à l'est de Madagascar. Le butin est partagé sur les 2 vaisseaux. En décembre 1721, les 2 pirates attaquent un vaisseau de la Compagnie des Indes orientales, la Duchesse de Noailles. Ils sont déçus d'y trouver seulement des esclaves et ils le font couler. Cet acte barbare relancera la chasse pour les faire arrêter. En 1722 et 1724, la Buse sillonne l'océan Indien sans résultat. Son vaisseau est lourd et pas assez agile pendant les attaques. En 1724, le pire se produit quand la Buse perd son vaisseau près de la côte est malgache. Il coule rapidement et ne sera jamais retrouvé. La Buse survit, mais il n'a plus rien, ni vaisseau, ni butin. Il doit travailler comme simple pilote pour aider les vaisseaux à entrer dans la baie d'Antongil à Madagascar. En 1729, il monte à bord de la Méduse de la Compagnie des Indes. On le reconnaît, on l'arrête et on l'envoie à l'île Bourbon pour y être jugé. La Buse refuse de répondre aux questions pour assurer sa survie. Il est condamné et pendu le 17 juillet 1730. Vous avez sûrement entendu parler du cryptogramme ou bien sa déclaration « Avec ce que j'ai caché à l'île Bourbon, je pourrais acheter toute l'île. Pour moi, c'est un barreau d'honneur avant de monter sur l'échafaud. » En 1722, John Taylor se sent poursuivi et quitte l'océan Indien pour les Caraïbes avec son vaisseau la Cassandra. Il sillonne les Caraïbes et arrive au Panama en 1723, alors sous le contrôle de l'Espagne. Il est menacé par le gouverneur, mais il peut acheter sa liberté avec le butin qu'il a avec lui. C'est ainsi qu'il obtient le pardon du roi d'Espagne, Philippe V. Taylor lui cède la Cassandra, 200 esclaves et 1200 piastres par homme. 7 ans plus tard, en 1730, le Panama passe sous contrôle anglais. Taylor doit à nouveau négocier pour obtenir le pardon du roi d'Angleterre, George II, en lui cédant encore une partie de son butin. Taylor rejoint plus tard Cuba, où il acquiert une plantation et un navire pour le commerce. C'est là qu'il meurt en 1744.
Le contraste est saisissant quand on compare le destin de Taylor et de la Buse. Le trésor de Taylor lui a sauvé la vie 2 fois, avec le financement des amnisties de l'Espagne, puis de l'Angleterre. À la fin de sa vie, il a pu acheter sa plantation à Cuba. Entre 1720 et 1724, la Buse a perdu ses 2 vaisseaux. En 1720, il échoue la Reine des Indes à son arrivée dans l'océan Indien, et c'est Taylor qui le sauve. En 1724, son vaisseau le Victorieux coule à l'est de Madagascar. Taylor n'est plus là pour le sauver. Désormais sans moyens, la Buse devient pilote pour guider les vaisseaux, ce qui occasionne son arrestation. La Buse a déclaré qu'il avait caché son butin à l'île Bourbon, alors qu'il savait qu'il y serait arrêté s'il y retournait. Admettons qu'il l'ait fait. Alors, pourquoi ne pas avoir utilisé ce trésor pour éviter la pendaison en 1730 ? Alors, où peut bien se trouver aujourd'hui ce trésor ? Rappelons qu'il a été partagé à Saint-Paul en 3 parts. Celle des hommes d'équipage, elle a été consommée pour leurs dépenses au quotidien et pour des plaisirs pendant les escales, alcool, prostitution et des jeux d'argent qui étaient extrêmement coûteux à l'époque. La part de Taylor a servi à payer 2 grosses rançons, à l'Espagne et à l'Angleterre, ainsi que le train de vie de Taylor jusqu'en 1744. Enfin, la part de la Buse est sûrement dans l'épave de son vaisseau le Victorieux, qui a coulé au large de Madagascar et qui n'a jamais pu être retrouvé. Voilà pour le trésor de la Buse. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette période passionnante de la piraterie du début du XVIIIe siècle. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.